Bien, on va commencer. S'intéresser à l'individuation, c'est évidemment s'intéresser à la manière dont l'individu, le sujet, ont été conçus de manière réflexive dans une tradition philosophique qui est la nôtre, puisqu'on a, depuis le début de ce séminaire, surtout examiné ce qu'était l'individuation et l'individu dans des contextes sociaux et culturels assez différents du nôtre. Et pour faire cette opération, c'est-à-dire au fond, comme il s'agit d'un va-et-vient entre des conceptions qui sont assez différentes de la nôtre, et puis la nôtre, mais la nôtre c'est quoi? Eh bien, pour répondre à cette question, en tout cas une partie de cette question, il est nécessaire de remonter dans l'histoire de la pensée européenne vers la thématisation de ces notions par la philosophie. Et donc j'ai demandé à Pierre Guénantia, un spécialiste de la philosophie, j'allais dire classique, c'est-à-dire en fait de la philosophie depuis Descartes jusqu'à Leibniz. Pierre Guénantia est un grand spécialiste de Descartes, de venir nous parler au fond de la manière dont se met en place non seulement bien sûr des questions comme le sujet ou l'individu dans la philosophie européenne, mais aussi, puisqu'il a une position personnelle sur cette question, il a développé dans plusieurs ouvrages, notamment dans un ouvrage publié il n'y a pas très longtemps qui aborde la philosophie de la conscience, c'est-à-dire qu'il a fait un pas de côté par rapport à tes travaux antérieurs, la philosophie de la conscience au XXe siècle, c'est-à-dire Husserl, bien sûr, qui était notre... Nous nous connaissons depuis longtemps, nous étions en Cagne ensemble, et donc nous avons lu Husserl ensemble. Donc, évidemment, Husserl et Merleau-Ponty, Sartre, Ricoeur. Donc, comment se conçoit, au fond, la question de la personne humaine dans la philosophie de la conscience au XXe siècle. Ces positions sont assez arrêtées sur cette question, donc je ne sais pas exactement ce que va dire Pierre Guénantia maintenant, mais je pense qu'il ne va pas esquiver, au fond, la question de non seulement, bien sûr, comment la philosophie, disons, classique à partir de Descartes envisageait cette notion d'individu, mais aussi comment ses prolongements contemporains, et notamment sa conception personnelle de la question du statut, au fond, de l'homme et de l'humanisme, peut maintenant être développée. Je te laisse la parole en te remerciant d'avoir accepté de venir nous parler. Merci beaucoup, merci à toi, Philippe, cette invitation qui m'honore bien sûr et qui me fait plaisir aussi, renouant avec des discussions qui effectivement remontent à bien longtemps. Je suis très heureux d'être évidemment aussi parmi vous. Alors, l'exposé que je vais vous présenter, j'espère que je pourrai le faire entièrement. C'est 70 minutes, hein, tu m'as dit. Bon. Il faut laisser un peu de temps pour qu'on puisse... Voilà, d'accord. Bon, ben écoute, tu me feras signe un peu quand tu verras que je dépasse les limites. L'exposé donc que je vais vous présenter... D'accord. L'exposé que je vais vous présenter va porter sur des choses très classiques, hein, très, très connues en un sens, mais évidemment sur le plan, et seulement sur le plan de la philosophie, même si par certains aspects je toucherai à d'autres champs ou d'autres perspectives. Mon propos s'inscrit de façon tout à fait scolaire, presque, pardonnez-moi cela, dans le champ de la philosophie classique, et particulièrement dans une confrontation, si vous voulez, entre Descartes et Spinoza, qui représentent à mon sens les deux pôles opposés d'une conception de l'individu ou de l'individualité qui se fait jour avec force à cette époque-là,
tout le monde connaît le livre de Macpherson sur la théorie politique de l'individualisme possessif, mais qui porte sur la politique, Locke, Hobbes, les niveleurs, Harrington, donc qui ne concerne pas Spinoza, Leibniz, Descartes, mais sur un plan métaphysique et ontologique, il va de soi que tout commence, si je puis dire, avec Descartes et avec la réaction spinoziste à Descartes. Et ce que je voudrais montrer, c'est que on s'oriente à partir de ce moment-là vers deux conceptions tout à fait distinctes et même opposées, de l'individu, de l'individualité. Laissons de côté l'individuation, le problème ne se pose plus, en tout cas explicitement. Donc deux directions opposées, l'une qui est celle de Descartes, que je vais un petit peu évoquer, et qui est au fond celle de la distinction substantielle, qui fait que individu et substance se réciproquent, et que là où il n'y a pas de substance, il n'y a pas de possibilité de parler d'individualité autrement que de manière phénoménale ou nominale. Et d'un autre côté, et c'est le côté peut-être le plus intéressant pour le sujet qui nous occupe, qui vous occupe, et d'un autre côté, on a une conception de Spinoza qui est assez nouvelle, même si beaucoup d'historiens disent qu'elle remonte largement à la Renaissance, qui est une conception au fond de la réalité comme faite par des individus, mais non pas des individus séparés, mais des individus qui forment tous ensemble un même individu ou un individu plus complexe. Si bien qu'à la distinction cartésienne âme-corps, ou corps comme substance individuelle, ou comme chose individuelle, mettons plutôt que substance, Spinoza va substituer une distinction entre individu simple et individu complexe, le simple n'étant jamais absolument simple, mais le complexe étant, en un sens, une couche supérieure d'intégration qui constitue, au fond, la nature tout entière. Alors, mon parcours est donc ainsi défini. Je vais commencer par évoquer les deux questions Descartes-Spinoza sur le plan qui est tout de même le plan fondamental de la philosophie classique, c'est-à-dire le plan de la physique et de la constitution d'une nouvelle physique. Et on va voir que cette constitution de la nouvelle physique est redevable à une conception ontologique du corps qui, justement, fait l'objet justement de cette dissension ou de cette critique spinoziste du cartésianisme. Donc ça, ce sera un peu le noyau dur un petit peu de mon exposé. Je tâcherai de l'élargir après, car c'est ça l'objet, vers des considérations éthico-politiques, c'est-à-dire la relation au fond des hommes entre eux, et je tenterai de finir, alors dans des espérances les plus folles, je tenterai de finir par l'évocation justement de la question de l'individualisme, au fond posant la question brutalement, est-ce que la notion d'individualisme convient aux pensées dont je vais vous exposer les schèmes directeurs sur le plan ontologique et éthico-politique, se rapportant bien sûr à la question de l'individu et de l'individualité. Donc voilà en gros le parcours que je vous propose de faire avec moi. Alors, on sait que c'est par la physique que Descartes a commencé sa carrière de philosophe. Et c'est cette physique qui a été d'ailleurs la plupart du temps perçue comme étant la grande nouveauté cartésienne, aussi bien par Pascal que par Spinoza, que par Leibniz, même si c'est évidemment l'objet d'une critique, et même d'une critique sévère. Pascal dit que c'est un roman de la nature, Leibniz dit le mécanisme cartésien est nécessaire mais il n'est pas suffisant. Et pourquoi il est nécessaire et pas suffisant? Parce que Descartes s'arrête dans sa conception du corps, à l'idée d'un corps comme chose étendue, c'est-à-dire figure et mouvement. Autrement dit, il expurge du corps toute idée de force, d'énergie, on dirait dans le vocabulaire moderne, de puissance notamment, ce qui rend la nature, aux yeux de Leibniz, mais aussi aux yeux de Spinoza, ce qui rend la nature cartésienne, au fond, inerte, sans force propre, et au fond comme une sorte d'étendue géométrique composée d'éléments qui sont sans rapport les uns avec les autres, autrement que dans des rapports de choc, puisque vous savez que la physique cartésienne, au fond, repose principalement sur les lois de la percussion, sur les règles de la percussion, les chocs. Bon. Alors, il semble, si vous voulez, qu'aux yeux justement des successeurs de Descartes, la force et la puissance de la nature excèdent de beaucoup
la simplicité du modèle cartésien, qui au fond ramène la nature à une machine dont on peut justement comprendre le fonctionnement en observant la manière dont les éléments se rapportent les uns avec les autres. La célèbre comparaison avec l'horloge que Descartes utilise aussi bien pour la nature tout entière que pour le corps. On y reviendra, hein, que pour le corps, aussi bien le corps matériel, si vous voulez, que le corps physique. Alors, Spinoza, qui n'est pas comme Pascal et comme Leibniz un savant de premier ordre et de pratique d'ailleurs, mais qui a suivi de très près la formation de la physique cartésienne, hein, le premier ouvrage de Spinoza, et je me demande même si ce n'est pas le seul qu'il a publié son nom, c'est un commentaire, mais un commentaire assez critique, hein, vous vous en doutez, des Principia de Descartes, qu'il a fait ce commentaire en faisant en donnant des leçons, si vous voulez, de philosophie cartésienne à un élève, ce qui rend d'ailleurs les Principia de Spinoza assez scolaires, hein, mais c'est un texte intéressant et sur lequel on passe souvent, parce qu'on dit, bon, c'est le moment cartésien de Spinoza. Pas du tout. C'est le moment dans lequel Spinoza non seulement expose les grands principes de la physique cartésienne, mais leurs limitations. C'est-à-dire le fait que ces principes, d'une certaine manière, ne rendent pas compte de la réalité physique, et notamment, justement, en ce qui concerne les concepts essentiels d'étendue et de mouvement. Bon. Donc, Spinoza est évidemment d'accord avec Descartes pour rejeter les formes substantielles de la physique scolastique. Leibniz reviendra sur les formes substantielles. On a trop vite jeté les formes substantielles. Bon. Mais ça, c'est le point commun et le point indiscutable entre les deux. Spinoza est d'accord pour rejeter la différence ontologique entre le mouvement et le repos, qui sont des modes et non pas ou des états de la matière et non pas des choses distinctes, des réalités distinctes. Spinoza est d'accord pour renverser, Coiré l'a dit magnifiquement, le privilège du mouvement circulaire et son remplacement par le mouvement rectiligne uniforme que Descartes fait dès ses premiers écrits de physique. Bon, au fond, à ses yeux, il ne fait pas de doute que les lois du mouvement, même si elles sont largement fausses, participe de la nouvelle conception de la nature et que cette conception elle est fondée sur un principe directeur fondamental et nouveau qu'est le principe d'inertie. Il fait que tout corps persévère dans son état de mouvement ou de repos. Ces deux choses étant indifférentes à l'acception de l'inertie. Mais s'il accepte, en gros, si vous voulez, la nouvelle physique, même s'il l'enrichit par les apports considérables de Huygens, hein, toute la théorie des pendules oscillatoires entre de plein cœur dans la philosophie spinoziste, il en dissocie les acquis qu'on pourrait dire scientifiques de l'ontologie des corps matériels et surtout de la dualité entre le corps et l'esprit, sur lesquels, évidemment, elle est fondée aux yeux de Descartes. Autrement dit, l'ontologie des êtres naturels ne peut pas dériver du modèle mécanique parce que ce modèle satisfait davantage aux exigences représentatives de l'imagination qu'à l'entendement, qui ne peut pas et ne doit pas céder d'image pour parvenir justement à la connaissance adéquate de la nature. Il va donc retenir bien sûr les concepts cartésiens de mouvement et de repos, d'étendue et de grandeur, les idées claires et distinctes, si vous voulez, du corps physique, mais il va, pour ainsi dire, creuser au-dessous de ces distinctions pour parvenir aux idées qu'il appelle adéquates des corps et de la nature en général. Alors, à ce niveau, qui est celui, au fond, de ce qu'on pourrait appeler la philosophie première ou ontologie, le corps n'est pas une machine et moins encore la nature. En d'autres termes, l'étendue, qui est l'attribut essentiel, substantiel si vous préférez, ou essentiel du corps, des corps pour Descartes, donc l'étendue, n'est pas comme chez Descartes le négatif de la pensée. Descartes ne donne jamais au fond des concepts positifs de l'étendue et de la pensée, mais c'est une notion relationnelle. Autrement dit, l'un est ce que n'est pas l'autre.
l'âme est indivisible, le corps est divisible, l'âme n'a pas de figure, le corps a une figure, etc. Ce sont des concepts, il n'y a pas de définition en un sens positive de ces choses-là, de ces deux réalités fondamentales pour Descartes. Pour Spinoza, au contraire, l'étendue, comme je le disais, n'est pas le négatif de la pensée. Les corps n'ont pas une moindre perfection ontologique que les âmes, mais les uns et les autres expriment, chacun à sa façon propre, la puissance infinie de la nature. Or, cette puissance, elle tient, si vous voulez, dans l'unité indivisible de la nature, comme de tous les êtres dont elle se compose. Autrement dit, pour Spinoza, si vous voulez, à chaque niveau d'organisation, et ça commence dès les corpora simplissima de la physique spinoziste, à chaque niveau d'organisation, nous trouvons des individus, et non des assemblages d'éléments, qui sont, comme sont les corps physiques pour Descartes, ni un assemblage de membres, comme est le corps humain, machine plus complexe, mais machine, pour Descartes aussi. Du coup, la dualité identité, typiquement cartésienne, entre l'artificiel et le naturel, hein, l'horloge qui donne les heures, l'arbre qui donne les fruits, dualité que l'on retrouve, et à mon avis, pas pour rien, mais à un niveau sociopolitique chez Hobbes, où ça marche de la même façon, le rapport nature-artifice. Cette dualité, si vous voulez, disparaît dans l'ontologie spinoziste qui intègre dans le concept de nature infiniment infinie, alors que le concept d'infini est réservé à la substance infinie, c'est-à-dire à Dieu, chez Descartes, non, la nature est une chose, si je puis dire, infiniment infinie, et qui est diversifiée en quelque sorte par ces modes, que ces modes soient finis ou infinis, médias ou immédiats. Autrement dit, tous les niveaux d'organisation des êtres constituent comme un emboîtement, si vous voulez, d'individus, dans cet individu unique qui est, du fait de sa puissance infinie, et comme on voudra l'appeler, la nature, Dieu ou la substance. Comment rendre compte de ce renversement complet de la problématique cartésienne des corps, et donc de l'âme, bien sûr. Mais âme, le plus souvent, se dit mince chez Descartes. Donc c'est l'esprit, hein, plutôt que anima ou encore moins animus. Donc comment rendre compte de la problématique cartésienne des corps, et donc de l'âme, comme pluralité des substances individuelles, ce qui est la thèse cartésienne de base, si je puis dire, et de son remplacement donc par une ontologie plus profonde que la physique, de la substance unique, qu'expriment tous les modes, finis et infinis, sous la considération des deux attributs principaux que sont la pensée et l'étendue. Autrement dit, Spinoza reprend les attributs de la pensée et de l'étendue, mais il les reprend de Descartes, il les prend de Descartes, mais il les utilise contre Descartes. Parce que justement, la pensée et l'étendue ne vont plus être des modes ou des substances ou des attributs. Pour l'instant, laissons ça de côté, ça n'a pas d'importance. Qui s'opposent d'une façon radicale, c'est-à-dire l'un est ce que n'est pas l'autre, mais ils expriment, la pensée et l'étendue, la même chose, diversement justement modifiée. Donc on ne peut pas faire plus éloigné de Descartes que cela. Donc voilà à peu près la position du problème. Donc comment rendre compte de ce renversement, si vous voulez? Alors voilà, je vous propose, en reprenant dans les grandes lignes, hein, ce sont vraiment des choses extrêmement schématiques que je vais exposer, les conceptions donc opposées du corps, d'un côté individu, de l'autre machine, de l'âme, d'un côté Spinoza, l'âme est l'idée du corps, et ajoute Spinoza, ce qui est le plus important, et rien d'autre, hein, l'âme est l'idée du corps et rien d'autre, elle n'est surtout pas volonté, elle n'est surtout pas puissance d'agir. Donc de l'âme, et troisième niveau, si vous voulez, des affections humaines et des relations entre les hommes, du fait justement de la communauté de ces affections chez Spinoza, alors qu'au fond, la question des passions chez Descartes reste toujours une question de fonctionnement individuel de l'union de l'âme et du corps. Voilà en gros le schéma. Alors, normalement, j'ai prévu 6 points, j'ai prévu large, hein, je vous ai dit, hein, j'ai prévu 6 points. Bon, écoutez, s'il y a certains moments, je vois qu'on peut se dispenser de l'un, je passerai, hein, je ne fais pas un exposé très, très académique. Je vais partir d'une citation de notre professeur commun, Alexandre Matron, à Saint-Cloud,
les individus singuliers, dit Matron, ne peuvent exister qu'en communauté, à titre de partie d'un univers infini au sein duquel tout agit sur tout, de proche en proche. Alors, je rappelle que pour Descartes, les corps en général, ou le corps en général plutôt, le corps en général, considérant comme peut-être correspond, si vous voulez, chez lui, d'une manière purement cinématique, si vous voulez, à la même quantité de matière dans l'univers. Autrement dit, quelles que soient les modifications des corps individuels dans le monde, il se conservera toujours la même quantité de matière. C'est le premier grand principe de conservation de la physique classique. Seulement, la matière, chez Descartes, n'est pas substance, pas plus que la nature. Mais, comme le dira la sixième méditation, comme le dira Descartes dans la sixième méditation, le mot de nature désigne seulement l'assemblage de toutes les... Et c'est important, l'assemblage de toutes les choses créées par Dieu, pas le tout, ou la nature comme individu. Donc, les corps individuels, et bien sûr, il n'y a pas d'autre chose que des corps individuels dans la réalité phénoménale, les corps individuels sont des modes ou des parties de l'étendue ou de la matière, et non pas des substances au sens fort. On reviendra sur ce problème important. Non pas des substances au sens fort, c'est-à-dire, on verra que c'est le sens fort, c'est le seul qui convienne à l'âme. Mais ça ne fait pas de la matière ou de l'étendue une substance. Ni la pensée, ni l'étendue ne sont des substances, mais des attributs principaux des deux seules substances que nous connaissons, laissons Dieu de côté, si je puis dire, des deux seules substances que nous connaissons, les corps et les esprits. Du coup, l'étendue devrait être l'attribut essentiel des corps, comme la pensée est l'attribut essentiel de l'âme. Parfaite symétrie, si vous voulez, cartésienne. Alors, passons un coup d'œil sur Spinoza, lecteur de Descartes. Alors, dans une physique comme celle de Descartes, on ne peut pas dire que c'est l'étendue qui se modifie de façon infinie, et que les modes ainsi produits sont les expressions variables et passagères de l'étendue unique, identique et éternelle. Pour Spinoza, d'un côté, nous avons les modes ou les corps individuels, simples ou composés, périssables et modifiables, mais d'un autre côté, en tant que ces corps sont les affections de l'attribut étendu, si on veut des modes, si vous voulez, de l'attribut étendu, leur nature ne change pas. Par exemple, il y a un seul exemple, Spinoza n'est pas très abondant en exemples, mais par exemple, il prend l'exemple de l'eau. Bon, dans la partie 1 de l'éthique et dans la partie la plus métaphysique de l'éthique, c'est dans le Scoli de la proposition 15. Il dit il y a deux façons de concevoir l'eau. Il y a l'eau en tant qu'eau qui s'engendre et se corrompt, voilà. Mais en tant que substance, dit-il, elle ne s'engendre ni ne se corrompt. Autrement dit, les changements d'état du corps particulier, visibles et sensibles, sa naissance et sa disparition sont, pourrait-on dire, d'ordre phénoménal. Ou dit autrement encore, en tant qu'individu, ce corps-ci, cette eau, ce volume d'eau, si vous voulez, en tant qu'individu, ce corps disparaît, par exemple en rencontrant d'autres corps et en faisant avec eux un autre rapport de mouvement et de repos, en constituant avec eux un autre rapport de mouvement et de repos. Voilà, ce corps disparaît. Si je bois l'eau, si vous voulez, voilà, l'eau en tant qu'eau, elle va disparaître par la rencontre malencontreuse qu'elle a faite avec mon corps qui en a besoin à ce moment-là. C'est ça, si vous voulez, la physique de Spinoza, c'est une sorte de choc continuel entre les uns et les autres du fait de l'universalité du conatus, pour toute chose, y compris pour cette bouteille d'eau. Mais en tant que mode de l'étendue ou de la matière en général, et c'est ça le point important, ce corps demeure le même. Il reste un corps, non pas individuellement et phénoménalement, mais substantiellement. Le même, ça veut dire qu'il conserve le même rapport de mouvement et de repos avec les autres corps environnants. Le facies totius universi, expression célèbre de la lettre 64, l'aspect total de la nature, ou l'aspect de la nature comme tout, le facies qui est le mode infini média de l'attribut étendu, ne change pas. Il demeure le même individu, en dépit du changement incessant de ce qui le compose. Des corps simples et composés qui sont eux aussi des individus au sein de la nature comprise comme individus. Cette différence entre l'eau comme eau
et l'eau comme substance, qui renvoie au fond au double point de vue de l'imagination qui divise et nombre les choses, et celui de l'entendement qui conçoit l'étendue comme indivisible. On ne peut pas faire, si vous voulez, plus anti-cartésien que ça. Hein. Comment l'étendue peut être indivisible? Oui, du point de vue de l'entendement, l'étendue, en tant qu'attribut de la nature tout entière, ne peut pas être divisible. Seule l'imagination divise l'étendue. Comme seule mon imagination divise cette salle en autant de sièges qu'elle comporte et en autant d'individus qui occupent ces sièges. Ça, c'est une affaire d'imagination. Mais pour l'entendement, il n'y a pas des individus séparés dans des places distinctes, il n'y a pas, mettons, je ne sais pas, 20, 30, 35, 37 individus, hein, mais ça, c'est une distinction que... Évidemment, Spinoza ne dit pas qu'on n'a pas le droit de dire ça, ou que c'est faux. C'est pas faux. C'est simplement pas vrai. C'est-à-dire que c'est phénoménal. On dirait dans notre langage, hein, c'est imaginatif dans le langage de Spinoza. Mais l'entendement, lui, lorsque cet entendement arrive à s'exercer d'une façon autonome, l'entendement ne peut concevoir d'une certaine manière la réalité que comme une. Les corps que comme un, les âmes que comme une, et la nature dans laquelle ces âmes et ces corps se retrouvent que comme un. Alors, voilà, cet exemple de l'eau, mais je vais passer, cet exemple de l'eau peut faire penser, si vous voulez, je me demande si ce n'est pas intentionnel, même à un niveau inconscient, à la célèbre analyse du morceau de cire dans la deuxième méditation, qui peut, si vous voulez, sembler, au fond, être une exemplification de la conception cartésienne du corps, à la fois comme réalité individuelle, ce morceau de cire, qui reste le même, hein, cette cire, éadème ou bon, peu importe, bon, cette cire qui demeure la même malgré tous ces changements, donc qui peut être conçue ou comme une exemplification, si vous voulez, du caractère seulement phénoménal de l'individualité corporelle. Autrement dit, ce morceau de cire peut se transformer de toutes les manières, ça restera une partie de l'étendue, parce que c'est sa nature de corps, mais ça changera d'identité et par conséquent d'individualité. Bon, en deux mots, si vous voulez, il appert, si vous voulez, qu'aux yeux de Descartes, l'individualité, lorsqu'elle se rapporte au corps physique extérieur, l'individualité, si vous voulez, n'est jamais qu'une dénomination phénoménale, pour ne pas dire qu'elle est une dénomination artificielle, nominale et superficielle. C'est ce qu'on voit. On voit des individus. Mais la nature ontologique, si vous voulez, de cette individualité reste complètement indéterminée. Donc voilà, je passe, si vous voulez, sur cet exemple qu'on pourrait développer en contreposition avec celui de Spinoza. La conséquence de cette coupure, en quelque sorte, cartésienne entre les corps comme individualité phénoménale, individualité passagère, individualité superficielle, et au fond, l'âme, cette différence, si vous voulez, va au contraire faire refouler, si je puis dire, le problème de l'individualité du côté de l'âme après l'avoir exclu du côté du corps. Autrement dit, les corps nombreux, individuels, etc., Descartes le dit une seule fois dans l'abrégé des méditations. Les corps peuvent être considérés comme les modes de la substance, c'est-à-dire au fond comme des modes de l'étendue, qui seraient considérés ici comme attributs substantiels. Autrement dit, il n'y a pas d'individualité propre au corps. C'est ça la nouveauté de la physique cartésienne, hein, et c'est ça ce par quoi il remplace justement la physique scolastique qui est fondée sur des formes substantielles. Pour un scolastique, si vous voulez, une bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau. Hein. Elle ne deviendra jamais autre chose qu'une bouteille d'eau. Un chapeau, c'est un chapeau, il ne deviendra jamais, etc. Bon. Pour Descartes, non. Ce sont des figures changeantes de l'étendue considérée comme attribut. Oui, mais alors, du coup, ça libère complètement, si vous voulez, l'individualité ou le concept d'individualité pour l'associer, l'intégrer, l'accoupler, si je puis dire, si vous voulez, au concept ou à la notion d'âme. La notion d'âme qui semble, si vous voulez, au fond, être la seule chose
qui soit véritablement une. Une et toujours individuelle. Et non pas justement une comme une totalité. Descartes a toujours insisté là-dessus, il n'y a qu'une seule âme en nous, il n'y a pas des parties de l'âme. Donc, en un sens, si vous voulez, c'est vraiment le modèle de l'individualité, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est-à-dire, au fond, c'est ce que chacun pense qu'il est quand il pense à lui. Voilà. Donc, de ce point de vue, et toujours dans ce texte très elliptique de la synopsis, de l'abrégé des méditations, Descartes dit, et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Descartes dit, au fond, les corps sont des modes, il n'utilise pas ça, ou des parties de l'étendue, alors que l'âme est une pure substance. Et c'est une expression qui, à ma connaissance, si vous voulez, n'intervient que dans ce texte, que l'âme soit une pure substance. Ça veut dire quoi qu'elle est une pure substance? Ça veut dire justement qu'elle n'est pas modifiée, si vous voulez, ou elle n'est pas modifiée ou exprimée en langage spinoziste par les accidents. Autrement dit, que j'imagine actuellement le Panthéon, que je sente actuellement de la chaleur dans mes membres, que je me dise il faut que je me presse pour arriver au bout de mon exposé, etc., c'est toujours la même âme qui pense. C'est toujours, elle ne se diversifie pas en fonction justement des objets ou des circonstances qui constituent les objets de sa pensée. Ils constituent, si vous voulez, comme en langage husserlien, les corrélats, si vous voulez, noématiques de sa pensée. C'est pour ça que, au fond, Descartes va pouvoir concevoir le corps, y compris le corps humain, parce qu'évidemment, à la limite, je peux concevoir, si vous voulez, qu'un stylo, qu'une table, ça se divise, ça se multiplie, etc., etc. Bon, que ça n'a pas d'individualité, qu'avec une table, je peux faire des chaises, etc., etc. Bon. Mais le corps organisé, le corps organique, si vous voulez, le corps animal ou le corps vivant, si vous voulez. Hein. Au fond, comment lui ôter l'individualité sans lui ôter l'organisation, qui certes fait défaut au corps physique. Les corps physiques ne sont pas pour Descartes organisés. Et leur complexité n'est qu'une complexité apparente. C'est un rapport de force et de mouvement, de puissance et de mouvement, c'est tout. Il n'y a pas de complexité dans l'organisation. Mais le corps machine, est-ce que, si vous voulez, ce corps, au fond, peut être dit individuel? Et là aussi, ça dépend. Non, en tant que considéré comme justement un assemblage. Et c'est pour ça que ce terme est très intéressant chez Descartes, comme un assemblage de matière ou un assemblage d'organes ou un assemblage de membres. C'est-à-dire comme quelque chose qui a été composé. Et de ce point de vue, l'individualité de ce corps n'est au fond qu'une individualité provisoire, fonctionnelle, peut-être même apparente, même si c'est là-dessus qu'est fondée la science. Si bien que, au fond, le corps ne va pouvoir être dit un et individuel que par son union avec une âme. Autrement dit, c'est mon âme, en tant qu'elle est une, qui va faire de mon corps, meum corpus. Ce corps qui est mien, qui est indivisible, et à ce moment-là, si vous voulez, Descartes va transférer les attributs de l'âme, indivisible, une, partout elle-même, au corps auquel elle est unie. Si bien que l'union de l'âme et du corps va constituer la seule forme substantielle qui existe dans la nature. C'est cette union substantielle dont parle Descartes entre l'âme et le corps. C'est exactement ça que veut éviter Spinoza, justement. C'est exactement ça. Et par exemple, je saute des moments. Tout corps, dit Spinoza, c'est dans une lettre, en tant qu'il subit une modification, doit être considéré comme une partie de l'univers, comme s'accordant avec un tout et comme lié aux autres parties. Vous voyez comment, au fond, ce qui est essentiel chez Spinoza quand il parle du corps, mais aussi quand il parle de l'âme, parce qu'on va voir que c'est la même chose, c'est le schème relationnel. Au fond, on ne peut définir un corps que relativement aux autres corps. Dans la physique de Descartes aussi. Mais cette relation entre les corps reste une relation en pure extériorité. Tandis que chez Spinoza, c'est une relation d'intégration et pas une relation de coexistence ou de simple rapport de choc. Bon, j'ai évoqué
la synopsis, l'abrégé, hein, et cette distinction, si vous voulez, entre les deux approches du corps et de l'âme. Alors, pour quand même par acquis de conscience, si vous voulez, encore une fois, Descartes ne dit pas que les corps ne sont pas des individus, puisque dans d'autres parties de son œuvre, par exemple dans les Principes de la philosophie 2, article 11, il parle justement d'un morceau de pierre, de la pierre comme d'un individu, comme les choses matérielles, c'est distinct comme une de ces choses matérielles, distinctes les unes des autres. Et même, il va plus loin, dans la troisième méditation, il emploie le terme de substance pour justement parler des corps et de l'âme. Mais c'est seulement, si vous voulez, pour montrer la différence entre des substances qui ne sont que finies et cette substance infinie qui est Dieu et que je ne peux pas avoir forgé. Ce n'est pas notre problème, en tout cas aujourd'hui. Donc, revenons, si vous voulez, à cette union du corps et de l'âme, et j'achève ce premier point, si vous voulez, sur cette formulation un peu brutale, si vous voulez, un peu schématique, c'est qu'au fond, chez Descartes, l'individualité dépend ou résulte de la substantialité. Il ne peut y avoir d'individu véritable qu'en tant qu'il est substance et que, par conséquent, substances distinctes les unes des autres. Et c'est ça qui fait qu'il y a une union substantielle, que le corps humain est un corps un, c'est-à-dire individuel, même si on a un bras coupé ou des choses comme ça, si vous voulez, ce sera toujours le même corps, dit Descartes, et pas le même homme simplement, mais le même corps, parce que justement, il est informé de la même âme. Descartes emploie, une fois n'est pas coutume, le langage scolastique de l'information. Bon, ça c'est le premier point. Alors tournons-nous vers l'âme maintenant, qui est le deuxième point de mon exposé. Donc, et pour en revenir à Spinoza, le parallélisme dont on a fait un mot pour désigner le spinozisme, le parallélisme entre le corps et l'âme, la parfaite symétrie des attributs que l'on connaît de la substance unique ou de Dieu, rejette a priori l'idée d'une union entre des choses justement aussi opposées que l'âme indivisible, d'un point de vue cartésien, et le corps divisible. L'âme étant, je le rappelais à l'instant, l'idée du corps et rien d'autre, l'âme et le corps sont la même chose, conçus sous deux attributs différents. D'où l'absurdité de l'idée cartésienne d'une action de l'un sur l'autre. Et bien que le corps soit une chose étendue et l'âme une chose pensante, là-dessus Spinoza, comme tout le monde, est d'accord, hein, ils forment cependant un seul et même individu. L'âme n'humanise pas le corps, elle ne le fait pas sien, pas plus que le corps ne rend l'âme obscure à elle-même. C'est le même individu qui s'exprime sous deux attributs différents, distincts, mais non opposés, ces attributs, puisque justement l'étendue n'est pas plus divisible que la pensée. Autrement dit, et ça résume un peu tout l'esprit de mon propos, si vous voulez, de mon exposé, autrement dit, là où Descartes pense en termes de choses, res extensa, res cogitans, Spinoza pense en termes d'individus. Une chose, évidemment, ne peut être le mode d'une autre. Ce serait contradictoire. Or, la distinction de l'âme et du corps chez Descartes, elle est réelle, elle n'est pas modale. Et leur union, elle est substantielle, elle n'est pas contingente ou factice. Pour Spinoza, un individu peut entrer dans la composition d'un individu plus complexe, puisque la différence, elle est du simple au complexe, et pas, si vous voulez, entre deux attributs ontologiquement opposés. Même les individus singuliers, comme on l'a vu dans la citation que j'ai faite de Matron, les individus singuliers ne peuvent exister qu'en communauté, et non pas à l'état séparé, comme est celui de la substance, cartésienne en tout cas. Par conséquent, individu n'est pas synonyme de séparation, mais seulement de rapport constant de mouvement et de repos, ce qui ne peut se concevoir que dans un environnement concurrentiel où chaque chose, chaque individu, en quelque sorte, si vous voulez, s'efforce de persévérer dans son être et d'accroître la puissance qui est la sienne. Autrement dit, de maintenir un rapport où l'activité soit supérieure à la passivité. Si vous voulez, je disais tout à l'heure, c'est comme un état de nature de la nature. Les corps, à quelque degré de complexité que ce soit, cherchent tous à se conserver.
et pour se conserver, à accroître leur puissance. Évidemment, il ne peut y avoir rien de tel chez Descartes en raison de l'exclusion mutuelle de la pensée et de l'étendue. Un corps, si vous voulez, chose étendue, on peut le dire comme ça, un corps n'a pas de soi, de self, en quelque sorte. Il n'a pas d'identité à conserver. Ces déterminations appartiennent à l'âme et à l'âme seule. Et c'est pour ça que l'âme, et elle seule, étend son unité et son identité au corps avec lequel elle est unie. Descartes contourne ainsi le soi-disant, à ses yeux en tout cas c'est un soi-disant, obstacle du principe dit de commune mesure, en ajoutant justement aux deux notions primitives d'âme et de corps une troisième notion qui est aussi primitive que les deux premières et qui est celle de l'union de l'âme et du corps. Alors bien sûr, l'âme considérée comme pure substance pensante, le corps considéré comme pure substance matérielle ou étendue, étant aussi distincts que possible l'un de l'autre, ne peuvent agir l'un sur l'autre. Et c'est aussi, dans le début des méditations, mais c'est aussi, si vous voulez, parce que l'entendement s'est coupé d'une certaine manière de toute activité perceptive, sensitive, etc., etc. Il s'est mis, si vous voulez, dans la position de réduction eidétique, où il a l'intuition eidétique du corps et de l'esprit. Mais dès que l'union devient un objet pour l'entendement, et c'en est un, même s'il est aidé des sens et de l'imagination, ce n'est pas, comme on l'entend dire faussement, une troisième substance qui apparaît, mais un composé substantiel, un tout dont l'âme et le corps, sans perdre leur identité, sont des parties. Et au fond, l'idée qu'on pourrait, si vous voulez, développer, mais il faudrait plus de temps et plus de moyens argumentatifs, c'est que c'est le seul tout qui soit, l'union de l'âme et du corps. C'est le seul tout qui soit. C'est la seule chose qui puisse se donner comme une totalité véritable, c'est-à-dire insécable. C'est la seule chose qui n'est pas composée de parties. C'est la seule chose qui ne soit pas un assemblage de choses diverses, même si le corps et l'âme, considérés par l'entendement, sont deux substances différentes. Mais l'union, en un sens, remet les choses complètement. L'union de l'âme et du corps se situe sur un plan, si vous voulez, ontologique, où elle remet toutes les choses en question. Et à ce moment-là, les choses ne sont plus ce qu'elles sont sur le plan de l'entendement, elles sont ce qu'elles sont sur le plan de la conscience que chacun éprouve. Et chacun éprouve la conscience d'être un, indivisiblement un, c'est-à-dire, au fond, individu. Par conséquent, on ne peut pas, si vous voulez, faire plus opposé que Descartes et Spinoza, car d'une certaine manière, les seuls individus que nous connaissons, c'est nous, parce que nous éprouvons notre individualité sur le mode de l'indivisibilité, alors que chez Spinoza, si vous voulez, ça n'est pas parce que nous, comme individus, que les autres choses ne sont pas des individus, étant donné que toute âme, ou plus exactement, tout corps, non, toute âme est l'idée d'un corps, et que de ce point de vue, il n'y a pas des corps d'un côté et des âmes de l'autre. Même cette bouteille d'eau, si vous voulez, a une âme, si fruste ou si simple qu'elle soit, c'est une idée que Leibniz va développer, hein, elle a une âme. Autrement dit, si vous voulez, tout est un dans la nature. Et la nature est un. Et donc, si vous voulez, le schème, c'est un schème d'emboîtement d'individus les uns dans les autres, et non pas un schème de partition d'une chose par rapport, dont on éprouve l'unité, par rapport à des choses dont on conçoit parfaitement, si vous voulez, l'échange, la particularité, la contingence, etc., etc. Bon. Je vais laisser tomber, si vous voulez, ces considérations que je pourrais reprendre par la sienne, et pour dire quand même un mot, c'est mon troisième point, sur les affections. Puisqu'on est dans l'union de l'âme et du corps, bon, voilà, les modalités de cette union, ou les phénomènes propres à cette union, sont soit des affections en termes spinozistes, soit des passions en termes cartésiens. Alors, la plupart des affections, pas toutes, ont pour effet, pour Spinoza, la diminution du pouvoir d'agir de l'âme et du corps par un effet d'entraînement. Autrement dit, dans la plupart des affections, en tout cas, l'homme fait l'épreuve de son impuissance, de la supériorité des causes extérieures sur ses forces propres, parce que justement, on est tous ensemble, si je puis dire, c'est-à-dire c'est un univers concurrentiel, et pas un univers stochastique, si vous voulez, comme est celui de la physique cartésienne, où les choses sont absolument distinctes les unes des autres et sans rapport interne, en tout cas, les unes avec les autres. Alors, ces affections, en tant qu'elles sont des idées inadéquates, hein, privent l'âme
d'une partie de sa puissance propre qui consiste, non pas comme l'a pensé Descartes, dans le pouvoir de la volonté sur ses affections, ça c'est un pur et simple mythe pour Spinoza, mais dans l'acquisition d'idées adéquates. Autrement dit, l'affection change de nature, hein, de négative elle passe à positive, de passive elle passe à active, en passant de l'idée d'idée inadéquate ou confuse à l'idée d'adéquate, voilà, qui correspond, si vous voulez, à un passage de l'âme à un état d'activité. Alors, au fond, on pourrait se demander si ce dualisme-là n'est pas encore plus radical, parce que plus éthique, si vous voulez, que celui de l'âme et du corps. D'accord, Spinoza a supprimé le dualisme de l'âme et du corps en faisant de l'âme l'idée du corps et rien d'autre. Hein, d'accord. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'a pas, si vous voulez, radicalisé le dualisme au niveau des affections, c'est-à-dire des modes par lesquels les choses, toutes les choses, cette bouteille d'eau comme moi, se connaît elle-même, radicaliser la distinction en actif et passif, en adéquate et inadéquate, en termes cartésiens, en clair et distinct, en obscur et confus. Oui, mais la différence, c'est qu'alors qu'il y a un lieu inexpugnable de l'obscur et du confus chez Descartes, en l'occurrence l'union de l'âme et du corps, il ne peut pas y en avoir chez Spinoza. Et par conséquent, il s'agit justement d'élever, si je puis dire, cette confusion ou cette obscurité que nous sentons quand nous sommes sans cause particulière, joyeux, tristes, en colère, mélancoliques, etc. etc. Hein. Ces états passagers, si vous voulez, de l'âme, il s'agit en un sens de les transformer en mode actif de l'âme, c'est-à-dire en affirmation de sa puissance d'être ou d'exister. Et en ce sens, il ne peut pas y avoir de dualisme plus profond, plus radical que celui qui est un dualisme, au fond, purement formel ou purement relationnel de l'activité et de la passivité, car il correspond, si vous voulez, sur le plan éthique, à la dualité entre la libération et ce qu'on appellerait, si vous voulez, en termes modernes, l'aliénation, ce que Spinoza appelle l'esclavage de l'âme par ses affections. Bon, inversement, si vous voulez, je continue ce va-et-vient, inversement, chez Descartes, et on le voit bien dans le Traité des passions, qui est la dernière œuvre de Descartes, la connaissance des passions de l'âme ne les fait pas disparaître comme passions. On va même dire au contraire. Au contraire. Parce qu'elle en montre justement la nécessité, l'utilité et même la bonté. Il y a ici un finalisme qu'il n'y a pas dans les autres parties, évidemment, de la philosophie cartésienne. Plusieurs fois, si vous voulez, Descartes dit que l'âme n'aurait pas raison de rester unie à son corps ou au corps qu'elle dit être le sien si elle n'éprouvait pas justement des passions, y compris des passions comme la tristesse, comme peut-être même la haine, même si c'est une très mauvaise passion, mais bon, peut-être qu'on se sent exister au fond en éprouvant des passions bien plus qu'en n'en éprouvant pas. Et que c'est ça un des plus grands plaisirs de l'âme, c'est de se sentir d'une certaine manière modifié par des passions, sentir son être excité en quelque sorte par le mouvement des esprits animaux. C'est pour ça que ce n'est pas en termes de puissance, qui est la perspective du conatus, Spinoza, mais c'est en termes de plaisir et en termes d'admiration, puisque vous le savez, c'est la première de toutes les passions pour Descartes, c'est l'admiration, ce n'est pas le désir comme chez Spinoza. C'est donc en ces termes-là que Descartes conçoit le rapport de l'âme aux passions, dégageant ainsi un autre type de rapport de l'âme aux objets ou au monde en général que le rapport cognitif, dans lequel justement Spinoza résout l'affectivité. Un rapport qu'on pourrait appeler au sens large esthétique, puisque l'homme, en un sens, se fait dans les passions, du moins quand il est sage, il se fait non pas l'émancipateur des passions, mais le spectateur de ce qui n'est pas lui comme de ce qui est lui, ou de ce qui lui arrive. C'est pour ça que des modes de l'âme comme sentir, éprouver, goûter, sont des actes irréductibles à l'acte de connaissance, même si ce ne sont pas des actes non cognitifs, au sens, ce serait, si vous voulez, des vécus et pas des connus. Bien sûr que non, il ne peut pas y avoir une telle distinction chez Descartes. Mais ces actes sont spécifiques en tant qu'ils portent une connaissance spécifique de ce qui arrive. Hein ? Autrement dit, on ne connaît pas la joie, si vous voulez, par une idée adéquate, mais en l'éprouvant. Hein ? C'est tout à fait différent. C'est-à-dire en s'en faisant d'une certaine manière le spectateur ou la conscience vive. Hein ?
Voilà. Et je crois que, si vous voulez, que ce que la position de spectateur vis-à-vis de soi, si vous voulez, exprime, et c'est une métaphore qui va se retrouver dans un autre champ plus tard, hein, cette métaphore du spectateur, vous savez, hein, ce qu'exprime cette position de spectateur, c'est encore et toujours le caractère de substance de l'âme. Même au sein de l'union substantielle, l'âme demeure quelque chose, si vous voulez, de propre et de distinct. Voilà. Alors, le mode, dans ces cas-là, de l'union, non pas de l'âme avec son corps, ça, mettons que c'est une chose acquise, mais de l'union de l'âme avec son corps, d'un côté, avec les autres choses qu'elle, hein, avec les hommes, avec la famille, avec la patrie, ou la nation, ou l'État, dit Descartes, avec Dieu, bien sûr, qui est beaucoup plus l'objet de la pensée de Descartes que le reste des choses. Est-ce que cette union ne va pas, d'une certaine manière, désindividualiser, au fond, l'âme ou l'homme qui en est le demandeur, en l'intégrant dans une totalité affective, voire amoureuse, hein, dans laquelle, justement, il disparaît comme individu et il réapparaît, si vous voulez, comme mode ou comme partie ou comme élément d'un tout qui accède à ce moment-là, lui et lui seul, à l'individualité. On n'est souvent pas loin de ça. Et pourtant, on en est aux antipodes. Autrement dit, si vous voulez, pour le dire très schématiquement, ça aussi, si vous voulez, bien sûr qu'il y a une possibilité de s'unir et même de se sacrifier pour ceux avec qui on s'unit, ses proches, ses parents, son ami, sa maîtresse, son prince, dit Descartes, etc. Oui, mais cette union, c'est toujours une union de volonté. C'est jamais une union réelle, comme est l'union des individus dans la nature chez Spinoza, parce qu'elle est ontologique, justement. Tandis que l'union cartésienne, je ne parle pas de l'union de l'âme et du corps, c'est la seule union substantielle. Mais l'union cartésienne avec d'autres êtres que soi, hein, c'est toujours une union intentionnelle. C'est toujours une union de volonté, comme dit Descartes, en reprenant évidemment des distinctions scolastiques bien connues. Hein. Mais chez lui, si vous voulez, elles ont un poids philosophique, je crois, assez consistant. Par exemple, en définissant l'amour comme passion dans le traité, il dit c'est toujours une union de volonté avec une personne singulière ou avec plusieurs personnes qui constituent un tout. Voilà. Mais vous voyez, et c'est ça à mon avis le propre du cartésianisme, qu'on ne retrouvera à mon avis que dans la phénoménologie husserlienne, c'est toujours l'âme, si vous voulez, comme chose singulière qui a conscience de ce tout qu'elle forme avec un autre ou avec des autres. Autrement dit, pour penser qu'elle forme un tout avec d'autres êtres, il faut d'une certaine manière et paradoxalement qu'elle se retranche de ce tout dans lequel elle s'inclut de manière intentionnelle. C'est ce que Husserl appelle, d'une manière un peu bizarre, une relation noématique irréelle. Ça ne veut pas dire que c'est fantasmatique, ça veut dire, si vous voulez, que j'inclus les autres dans ma pensée sans les inclure, évidemment, comme les autres qu'ils sont hors de ma pensée. C'est une banalité, si vous voulez, hein. Mais ça veut dire, si vous voulez, que je ne peux jamais franchir la distance représentationnelle qui me sépare justement d'autrui. Je peux aimer autrui plus que moi-même, je peux m'unir à autrui plus que moi-même, mais je ne peux jamais faire de l'autre un autre moi, ou un moi plus puissant que moi. Et des autres, des moi plus puissants que moi, une infinité de moi plus puissants que moi. Vous voyez, la perspective spinoziste, c'est celle de la communauté. C'est celle de la communauté. Il n'y a pas d'autre solution que la communauté chez Spinoza pour la sagesse, pour la vérité. Vous voyez la perspective cartésienne. C'est celle de la singularité ou de l'individualité, mais une individualité substantielle. Une individualité qui est celle de l'âme et seulement de l'âme. C'est pour ça, si vous voulez, une substance, le propre d'une substance, c'est d'exclure d'elle toutes les autres substances. Bien, il faut maintenir ce schème jusqu'au bout, y compris dans le rapport affectif des uns avec les autres, et notamment dans le cas de l'amour de Dieu, mais je ne vais pas en parler, ce serait beaucoup trop long. Mais même dans le cas de l'amour de Dieu, et là on est sur des thèmes extrêmement proches du spinozisme, toute la partie 5 de l'éthique, c'est l'amour de Dieu. Hein. Ce n'est pas tant l'amour des hommes directement que l'amour des dieux, et c'est l'amour des hommes à travers l'amour de Dieu. Mais même l'amour de Dieu, c'est la grande lettre de Descartes du 1er février 1947 à Chanu, hein. Même dans l'amour de Dieu,
l'âme ne fusionne pas, si vous voulez, avec Dieu. L'âme ne devient pas un mode de Dieu, l'âme ne devient pas Dieu sous un certain aspect. L'âme reste toujours elle-même. Et quelque affection puissante et vraie, véritable, qu'il apporte vers autrui. Cet autrui fut-il justement Dieu, c'est-à-dire, comme dirait l'autre, le tout autre. Bon. Alors, je vais passer, si vous voulez, à l'évocation. Bon, j'ai parlé un peu plus de Descartes que je ne pensais en ce qui concerne les passions, ça m'arrive. Je vais, si vous voulez, rétablir un petit peu la balance, si je puis dire, et évoquer, dans mon texte c'est beaucoup plus long, mais évoquer, si vous voulez, la grande et énigmatique théorie spinoziste de l'imitation des affections, qu'on trouve, si vous voulez, dans Éthique 3, proposition 27 et suivante. Et je vous rappelle, si vous voulez, que affection, qu'on traduit, affection, c'est affectus, c'est pas affectio, c'est affectus, ou affectus, chez Spinoza, c'est pas affectio. Alors, on va dire, si vous voulez, ceci, c'est que sur le plan de l'union des hommes, puisque je parlais de communauté, bon, je vais rester un peu sur ce sujet, indépendamment, si vous voulez, du fait de leur soumission à un pouvoir commun, qui est au fond le premier principe hobbesien, que Spinoza connaît très bien. Les hommes forment, pour Spinoza, et non pas justement, évidemment, pour Hobbes, et même contre Hobbes, à mon avis, si vous voulez, forment une communauté d'affection. Autrement dit, avant et pour former une société politique, il faut déjà, si vous voulez, éprouver des affections communes, ou éprouver les affections qu'on éprouve comme communes. Alors que, juste un mot, dans l'état de nature hobbesien, c'est chacun qui éprouve les affections de rivalité, de gloire, etc. C'est complètement distributif, si vous voulez. Ce n'est pas en tant que ça forme une union, au contraire même. C'est ces passions qui nous divisent et qui nous exposent à la lutte de tous contre tous, à cette guerre de tous contre tous qui est célèbre pour Hobbes. Et je me demande, si vous voulez, si justement Spinoza, conscient, si vous voulez, de l'endroit où amène ce genre de théorie, enfin de point de départ de l'état de nature concurrentiel, d'un état de nature où chaque individu est enfermé en un sens en lui-même, n'institue pas, si vous voulez, cette idée, au fond, pré-étatique et peut-être même pré-sociale, au sens de la société instituée, d'une communauté humaine des affections. Et par l'imitation, qui produit, si vous voulez, comme une sorte de sortie de soi, en quelque sorte. Alors on peut voir là-dedans une première dimension de la socialité, et en ce sens la différence entre la perspective du conatus et celle d'un pouvoir commun. Parce que l'imitation des sentiments ne se limite pas aux gens qu'on connaît, à nos compatriotes, à nos voisins, à nos proches, à nos amis. Elle concerne, dit Spinoza, les choses semblables à nous, ce qui, a priori, n'exclut aucun homme, de quelque nation qu'il soit. Donc elle s'étend, si vous voulez, à l'humanité tout entière, indépendamment de sa division en nations. Voilà. Si on commençait par sympathiser avec nos proches et puis petit à petit, si vous voulez, avec les autres, il y aurait, comme l'a montré très ironiquement Hume, une diminution progressive de la sympathie avec l'éloignement. Non, on ne passe pas des siens aux autres par une transition continue. On n'élargit pas la sphère du propre au non-propre, à l'étranger. Le propre est au contraire une frontière, une barrière qui sépare les nôtres des autres. C'est ce que l'individualisme concurrentiel mettra au premier plan. Voilà. On ne passe pas, si vous voulez, du propre au non-propre. Mais seulement, chez Spinoza, il y a une notion intermédiaire entre celle de propre et de non-propre, et c'est celle héritée du stoïcisme et de la nuit des temps, et c'est celle de semblable. Et c'est celle de semblable, qui permet justement de dépasser cette division.
ou plutôt de se placer en deçà d'elle. Le semblable, ce n'est pas le proche, mais tout être dont on peut imaginer qu'il éprouve comme nous des sentiments ou des affections, ce qui n'est pas le cas des choses matérielles, des plantes, et sans doute pas pour Spinoza, encore que j'en sache rien, mais sans doute pas des animaux. Bien que chez lui, l'animal n'étant pas comparable à une machine, il n'est pas impossible du tout, si vous voulez, qu'il y ait aussi une communauté affective, non seulement des animaux entre eux, mais des hommes avec des animaux, en tant que ce sont des êtres vivants. L'accord ici n'étant pas de sympathie, mais le fait de posséder une nature commune, et on revient, si vous voulez, au premier point ontologique que j'avais évoqué, mais le fait d'une nature commune aux uns et aux autres. C'est pour ça que l'imitation des sentiments n'a pas de fonction régulatrice. Elle n'est pas là pour mettre un frein aux passions destructrices, comme la pitié chez Rousseau. Elle témoigne seulement de la communauté de nature des semblables. À la limite, cette imitation, elle est mécanique, elle n'est pas intentionnelle. Comme dans la sympathie ou comme dans l'amour cartésien, etc. etc. Ce n'est pas un mouvement vers l'autre. C'est plutôt la conscience de l'autre comme celui dont je peux imaginer les affections et celui qui peut m'imaginer comme éprouvant des affections. Matron dit très bien, comme d'habitude, imaginer les sentiments d'un être semblable à nous, c'est ipso facto les éprouver. Mais ici, vous voyez bien, c'est ipso facto les éprouver. C'est ça qui est important, parce qu'il n'y a pas de transfert analogique de l'un à l'autre, mais une simultanéité de mon affection et de celle du semblable, du seul fait de cette similitude, qui consiste moins dans des traits extérieurs que dans la capacité à imaginer ce que l'autre imagine. L'imagination, ici, elle est socialisante, et pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Et cette accordance, si vous voulez, des uns aux autres, puisque cet accord d'ailleurs, se fait, comme dirait Malebranche, en nous sans nous. Et c'est pour ça que la démonstration que Spinoza en donne dans la proposition 27 est fondée sur la considération des corps, et non pas sur l'intentionnalité de la conscience ou du désir. Ce n'est donc nullement une relation personnelle de l'un à l'autre, c'est parce que c'est lui et parce que c'est moi, c'est une communication de corps à corps. C'est à la limite purement mécanique. Et c'est pour cela que cette même proposition 27 précise que nous n'avons pas d'affection, précise bien que nous n'avons pas d'affection, oui, que nous n'avons pas d'affection pour la chose semblable à nous. Ce n'est en rien l'amour de l'humanité, si vous voulez, ou une question d'affinité entre les uns et les autres. Un genre de fadaises, si vous voulez, ont toujours agacé Spinoza. Mais nous éprouvons une affection semblable à celle qu'on imagine être l'affection qu'un autre éprouve, mais sans éprouver, et c'est ça qui était l'essentiel, de l'affection pour celui qui éprouve cette affection. Comme si l'affection, si vous voulez, était détachée de son support et se dupliquait elle-même dans mon corps du seul fait de ma similitude avec la chose qui éprouve cette affection. C'est comme un entraînement, si vous voulez, mécanique. Cette imitation, elle repose, je n'ai pas le temps de le montrer très précisément, mais vous l'apercevez, je pense, cette imitation repose sur l'emboîtement des individus dans la nature. Chaque individu faisant partie d'un individu plus complexe ou plus composé, jusqu'à faire partie de la nature tout entière que Spinoza, vous savez, conçoit comme l'individu le plus complexe. L'imitation est alors comme un conatus à plusieurs, un conatus commun à une multitude d'individus composant un individu plus complexe, appelé, on peut l'appeler autrement si vous voulez, l'humanité. Je passe. Donc, on assiste, si vous voulez, ici, et ça me paraît très important, à la formation du concept d'individu commun, qui semble, si vous voulez, oxymorique ou contradictoire. Individu, c'est la séparation, commun, c'est l'unité. Oui, mais c'est ça, si vous voulez, le point le plus aigu de la pensée spinoziste en ce qui concerne ça, et pas seulement la pensée spinoziste, car par la suite, c'est ça qui va être développé, c'est l'idée, justement, que nous formons un individu commun, autrement dit que nous avons tous les attributs de l'individualité, mais sans en avoir la séparation, sans éprouver notre individualité comme séparation. Je cite, j'aurais dû le faire un peu plus souvent, un texte de Spinoza, de la proposition 18 de l'éthique 4. Si par exemple, dit Spinoza,
et notez le caractère quasi mécanique, si vous voulez, quasi additif de deux individus, je cite Spinoza, deux individus entièrement de même nature se joignent l'un à l'autre, ils composent un individu 2 fois plus puissant que chacun séparément. Rien donc de plus utile à l'homme que l'homme. Les hommes, dis-je, ne peuvent rien souhaiter qui vaille mieux pour la conservation de leur être que de s'accorder tous en toutes choses, de façon à ce que les âmes et les corps de tous composent en quelque sorte une seule âme et un seul corps. De s'efforcer tous ensemble à conserver leur être et de chercher tous ensemble l'utilité commune à tous. Point d'orgue, au fond, de la communauté comme, d'une certaine manière, destination immanente de l'individu. Vous voyez, c'est une fausse transcendance que la transcendance cartésienne, aux yeux de Spinoza. C'est une fausse transcendance qui met en dehors ce qui doit toujours demeurer en dedans et penser comme un dedans, c'est-à-dire justement l'union avec autre chose que soi, si bien que cette autre chose perd de son altérité et gagne en ipséité, si je puis employer ce langage moderne. Voilà. Eh bien, vous en doutez bien, et il faut que je m'achemine vers, pas seulement m'achemine, mais que, bon, j'arrête. Je vais quand même dire quelques mots sur l'individualisme après, enfin, juste après cette... vous voyez que ni chez Descartes ni chez Hobbes, pour reprendre cette comparaison, si vous voulez, il ne peut y avoir quelque chose comme un individu commun. Soit parce que l'individualité ne convient à l'âme, indivisible, ou substance complète, les corps n'étant jamais que des unités de composition, soit parce que, côté hobbesien, soit parce que le corps politique demeure, chez Hobbes, toujours un corps artificiel, comme celui d'une machine, et ne peut donc pas avoir une existence par soi, d'où la nécessité de la représentation pour tout ce qui est collectif, et le concept de peuple qui sera la cible de Rousseau, justement, parce que le peuple de Hobbes brille par son absence. Il ne peut être présent que sous la figure d'un représentant, c'est-à-dire d'un individu. Mais le peuple en lui-même, ce n'est pas un individu. Spinoza exclut ces deux conceptions. L'une parce qu'elle distingue et isole l'âme humaine du reste de la nature, et qu'elle fait de l'homme, selon la célèbre expression, un empire dans un empire, et l'autre parce qu'elle importe de l'extérieur le principe d'individuation de la multitude. D'où l'importance de la référence au commun pour dépasser les conflits des conatus singuliers, pour réduire au minimum la part passive de l'âme humaine, pour que les hommes vivent dans la concorde et suivent une règle commune de vie, éthique 4, 37, Scoli 2. Le commun n'est donc pas n'est évidemment pas un assemblage de choses qui demeurent distinctes dans le tout, ce qui ne serait qu'une unité d'agrégation pour reprendre les termes de Leibniz, mais le commun est un véritable individu qui surpasse en puissance les individus qui le composent, mais qui n'est pas plus distinct de chacun d'eux que chacun d'eux n'est distinct de lui. Comme je le disais à l'instant, unité immanente et non pas transcendante, comme chez Hobbes, ou intentionnelle, ou de volonté, comme chez Descartes. Voilà, donc on peut dire, si vous voulez, et ici je suis la ligne de Deleuze, qui est toujours très, très bien inspirée en ce qui concerne Spinoza, que des notions communes, qui est une des découvertes fondamentales de l'éthique, des notions communes à l'imitation des affections et aux parties communes des corps qui ainsi conviennent entre eux, un même schème domine, plus les choses sont communes, plus grande est leur puissance d'agir, plus adéquate l'idée que l'âme s'en forme, et c'est peut-être la raison pour laquelle justement Spinoza, dans les 3 derniers livres de l'éthique, parle des hommes, et non pas de l'homme, parle des hommes, le pluriel désignant, si ce n'est une identité, du moins une similitude. Mais vous voyez que c'est une similitude qui n'est pas un mode mineur, si vous voulez, de relation. Voilà, nous n'avons pas, bien sûr, la connaissance, une connaissance seule, seul, nous n'avons pas une connaissance adéquate de nous-mêmes. C'est seulement en tant que, contrairement à ce que pense Descartes, c'est moi qui ajoute, c'est seulement en tant que nous formons un individu commun que nous nous connaissons singulièrement. Autrement dit, plus nous nous connaissons comme communs et plus nous nous connaissons comme singuliers. C'est la même chose. C'est la célèbre phrase dans la proposition 25 de la partie 5 de l'éthique, plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu. Mais Dieu, c'est nous, en tant justement que c'est nous, et pas moi ou toi ou lui. Voilà. Alors, il y a donc 2 modes, si vous voulez. Bon,
Il y a donc deux modes fondamentalement différents de pensée de l'individu. Un mode cartésien, si vous voulez, où l'individu se rapporte aux autres, si vous voulez, comme à une altérité. Un mode spinoziste, où l'individu se rapporte aux autres comme à une communauté. Communauté ou altérité. Entre les deux, je crois, il faut choisir. Bon, alors, comme je l'ai dit, je prends quelques minutes pour faire ce prolongement ou ces prolongements sur la notion d'individualisme. Vous voyez bien, si vous voulez, que, au fond, que ce soit chez Spinoza ou chez Leibniz, dont je n'ai pas parlé, parce que vous voyez déjà, que ce soit chez Spinoza ou chez Leibniz, enfin, bon, malgré tout aussi, dont les systèmes sont quand même assez proches, il est bien évident que l'individu ne peut pas avoir une existence séparée de celle du reste des choses existantes. Pour Spinoza, parce que c'est un mode de la nature tout entière, qui est le seul individu, parce que c'est un système total d'intégration, des niveaux inférieurs d'individualité. Pour le second, pour Leibniz, et c'est encore plus clair, parce que chaque monade, qui est un terme tardif dans le lexique leibnizien, parce que chaque monade, qui est un terme tardif, si vous voulez, qui équivaut à celui d'individu, mais en tant qu'il est un individu, et pas un assemblage. De chaque monade est l'expression de l'univers tout entier, et qu'elle n'a pas besoin, justement, en tant qu'elle est l'expression de l'univers tout entier, de portes et de fenêtres pour se protéger des autres ou pour regarder les autres, hein, comme les individus cartésiens ou hobbesiens. Aucun de ces systèmes, et justement parce que ce sont des systèmes, ne peut donc conduire à ce qu'on nomme l'individualisme. S'ils ont une postérité, et je pense qu'ils en ont une, ce serait plutôt dans la direction d'une pensée du corps politique, comme un, fondamentalement un, d'une association civile comparable à ce que dit Rousseau, c'est-à-dire qui forme un moi commun, terme là aussi oxymorique, hein, un moi commun, ou plus près de nous, dans la notion reprise par Sartre dans la critique de la raison dialectique d'individu commun, expression par laquelle justement Sartre définit l'être commun de la praxis individuelle dans ce qu'il nomme le groupe en fusion. Mais justement, ce que Sartre veut montrer dans ses analyses fantastiques, à tous les sens du terme d'ailleurs, c'est que le groupe cherche à se composer comme individu, et que c'est le drame de l'histoire que les groupes, justement, ne puissent pas s'incorporer, en un sens, la praxis individuelle en tant qu'elle est individuelle, en tant qu'elle est celle de chacun, et que ça s'éclate et que ça se disperse dans ce que Sartre appelle le pratico-inerte, c'est-à-dire la vie commune, la vie de tous les jours. Bon, donc la question est réglée en ce qui concerne Spinoza et Leibniz, ça ne peut pas conduire à l'individualisme. Mais Descartes, ça, c'est plus problématique. Est-ce que c'est si évident que ça? Est-ce qu'il n'y a pas chez lui, et peut-être pour la première fois avec une telle netteté, l'idée que la connaissance de notre existence individuelle précède celle de toute autre chose, que chacun est une personne séparée des autres, que chaque homme, aussi bien omnes que singulatim, ne doit s'estimer lui-même que pour l'usage qu'il fait de son libre arbitre, hein, liberté, égalité des individus, hein, ce qui équivaut, si vous voulez, sur le plan éthique, à la règle selon laquelle la perception de chacun doit être pour lui la règle de ses affirmations, dit Descartes à plusieurs reprises. Et donc qu'il ne peut y avoir d'autre norme du vrai que l'idée claire et distincte, qui ne peut être conçue que par un esprit. L'un des postulats de l'individualisme, selon Macpherson, dans son célèbre livre, c'est que, je le cite, l'individu n'est absolument pas redevable à la société de sa personne et de ses facultés, dont il est par essence le propriétaire exclusif. Page 287. Que l'individu s'appartienne lui-même, lui, son corps, le lopin de terre qu'il travaille et qu'il s'approprie par son travail, source et peut-être même source unique de la valeur des choses, pour Locke, une telle conception commune aux pensées fondatrices du libéralisme et de l'individualisme n'aurait pas pu s'imposer comme évidente si Descartes n'avait pas établi la priorité de la connaissance de soi et de son existence comme res cogitans sur la connaissance des autres choses que soi. Descartes, dans la deuxième méditation, met un soin extrême à distinguer justement et séparer ce qui lui appartient de ce qui peut être détaché de lui sans qu'il cesse de se penser comme le même qui doute, le même qui sent, le même qui imagine. Toutes ces choses extérieures que par la pensée
je mets en dehors de ma pensée, se donnent alors à lui comme, et simplement comme, des corrélats noématiques de l'entendement. Toutes ces choses ne sont présentes et ne se présentent à moi que sous la forme d'idées, qui sont pour Descartes, conception qui sera très critiquée par la suite, qui sont pour Descartes des perceptions de l'esprit, c'est-à-dire de mon esprit, et non pas des réalités hors de moi. Cette voie des idées, vous le savez, sera la voie royale dans laquelle s'engagera l'empirisme. Lockeien, Humien, Berkeleyien, cette voie des idées, et non pas les cartésiens, justement. Bon, entre 100 autres citations possibles, ce n'est que sur nos idées que roule toute notre connaissance, dit Locke au début du livre 4 de l'essai. Bon, au lieu de tenir chaque chose dans l'univers comme une partie ou un mode de cet univers qui serait multiplement présent en chacune de ces choses, expression ou partie du tout, et non réalité séparée conçue par une idée particulière, les philosophes que j'ai évoqués brièvement, engagés dans la voie des idées, vont plutôt mettre l'accent sur le caractère séparé, le célèbre atomisme, le caractère séparé de chacune des choses à laquelle correspond dans l'entendement une impression ou une idée distincte. Et le problème qu'ils auront à résoudre, un peu comme celui que Descartes a eu à résoudre, mais lui, il a fait appel au Dieu Véras, ce que, évidemment, ne vont pas faire les philosophes empiristes, hein, le problème qu'ils auront à résoudre sera celui, justement, de la constitution d'un monde commun. Aussi bien sur le plan de la connaissance, et ce sera le problème de Berkeley, hein, que sur celui de la politique, au sens large. Si chacun peut se dire qu'il est un tout pour lui-même, c'est sans doute en raison directe de l'opération méthodique de tri entre ce qui ne peut être détaché de moi et ce sans quoi je peux me connaître moi-même comme le même. Et de ce point de vue, le schème empiriste, si vous voulez, du rapport à soi est exactement celui de Descartes. Bon. Donc, de ce point de vue, il y a indiscutablement une continuité, si vous voulez, entre l'ontologie cartésienne, prolongée en éthique, et ce qu'on appelle l'individualisme, dans un sens assez confus, etc. Mais il y a une différence qui est au moins aussi capitale, si vous voulez, ou importante que cette analogie ou cette similitude ou cette continuité. Une différence entre la res cogitans, la chose qui pense, qui se connaît comme la même chose, et le self, que Locke, tel que Locke en pense l'identité. Autrement dit, l'individualité de chacune de ces deux choses ne repose pas sur le même fondement. On a vu que ce qui fait l'individualité de chaque âme, ou esprit mince, c'est pour Descartes le caractère de substance, de pure substance, en cela différente de l'individualité phénoménale. Et ce fondement, il est ontologique. Il est de l'essence de l'âme de pouvoir se séparer de toutes les autres choses et de se considérer, et de pouvoir se considérer, nonobstant cette séparation, ou cette, ce qu'on dirait en langage philosophique, cette réduction, comme seule et existante. Comme je l'ai dit, répété plusieurs fois, l'individualité de l'âme se déduit directement de sa substantialité. Or, c'est, comme on sait, l'idée même de substance qui est au centre des critiques empiristes qui cherchent par là à atteindre la métaphysique tout entière. Locke, c'est ce qu'il entreprend de faire dans ce long et laborieux ouvrage qu'est l'essai, c'est même peut-être son idée unique, désolidarise le cogito, dont il admet parfaitement, si vous voulez, la vérité sur le plan de l'effectivité phénoménale, désolidarise le cogito de l'âme entendue comme substance immatérielle. Et de ce fait, la question qu'il se pose, et que Descartes ne se pose pas, est de savoir ce qui fait de l'individu le même individu. Et comme il ne peut pas fonder l'identité sur la substantialité, il va la rattacher à la conscience, consciousness, que chaque individu a de lui-même dans le temps, et pas sur un plan purement ontologique, de nature de l'âme. Alors, la question principale, dans laquelle on peut voir l'avènement de l'individualisme, devient celle de la différence individuelle, qui n'est plus de nature ontologique, comme celle de l'âme et du corps, mais tout à la fois psychologique, morale et politique. Cette question, dont on peut penser qu'elle est tout à fait secondaire, si vous voulez, dans le cartésianisme, la différence entre les individus, ou ma différence par rapport à l'autre, dont on peut penser qu'elle est tout à fait secondaire dans le cartésianisme, et donc cette question est donc celle du soi, du self, et non celle de l'âme. Et autant le soi a pour caractère principal l'individualité, et donc, si vous voulez, les individus se différencient les uns des autres par la façon dont chacun incorpore son expérience, parce qu'il n'y a pas d'innéité.
autant l'âme, sur l'autre point, autant l'âme a pour caractère principal son unité et son indivisibilité. Unité, c'est toujours la même âme, plutôt qu'identité personnelle, la conscience d'être le même à travers le temps, d'être soi-même et non pas un autre. Indivisibilité plutôt qu'individualité, même si c'est grammaticalement la même chose, il y a, me semble-t-il, une différence d'accent selon que l'on veut souligner plutôt ce qui nous fait homme, et c'est la perspective cartésienne, ou, et c'est la perspective lockienne, humienne, ce qui fait de chacun un moi, un self, et non pas un autre. Principe, si vous voulez, de la différence individuelle comme étant, au fond, la différence ou l'équivalent, si vous voulez, d'une différence ontologique radicale. Voilà, me semble-t-il, si vous voulez, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut conduire les schèmes conceptuels que j'ai cherché à mettre en place pour parvenir à, si ce n'est à répondre, hein, du moins à évoquer au moins la question qui est celle de votre séminaire, hein, de l'individualité et de l'individualisme. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je crois que j'ai un peu dépassé le temps. On a encore une demi-heure, ça va, un peu plus même. Merci Pierre pour cet exposé qui m'a rappelé des souvenirs. Je vais néanmoins essayer de me déprendre d'un lointain passé philosophique pour te poser des questions et faire quelques commentaires en prenant le point de vue de l'anthropologue que je suis maintenant devenu, enfin même depuis quelques années, et en essayant de prendre une position précisément non pas en surplomb, mais à l'écart, disons, de la tradition philosophique telle que tu l'as magistralement exposée. Je suis souvent agacé par mes collègues anthropologues, notamment dans le monde anglophone, lorsqu'ils font de Descartes une sorte de mauvais génie qui aurait obscurci, au fond, l'intelligence profonde de la nature humaine en proposant une conception dualiste de l'âme et du corps qui aurait influencé toute la philosophie occidentale, parce que la plupart du temps c'est formulé dans un langage un peu approximatif et qui est assez divorcé d'une bonne connaissance de Descartes. Mais en t'écoutant, je me suis demandé au fond s'il n'y avait pas un élément important de vérité là-dedans, en ce sens que j'ai eu le sentiment que de la même façon qu'on a pu dire que toute la philosophie occidentale était une série de notes de bas de page sur Platon, on pourrait se demander si, au fond, à partir du XVIIe siècle, la philosophie européenne n'est pas une série de notes de bas de page de Descartes. C'est-à-dire en particulier des commentaires qui... des commentaires, c'est un terme un peu inapproprié, mais en tout cas des formes de conceptualisation, d'élaboration, de problématisation qui partent de quelque chose que Descartes a véritablement établi dans son œuvre pour s'en démarquer, mais dont on sent les effets pendant très longtemps. Et j'évoquais le livre que tu as écrit sur Merleau-Ponty et Husserl. On en voit des traces, c'est très net évidemment chez Husserl, mais on en voit des traces dans la philosophie du XXe siècle. Donc au fond, la problématisation par Descartes des dispositions de l'âme et du corps est quelque chose d'absolument central au fond dans la conceptualisation que l'Europe s'est faite de cette question, et quelque chose qui est tout à fait original par rapport à tout ce qu'on a pu trouver comme thématisation de cette question ailleurs dans le monde. Et donc maintenant je suis un peu revenu, j'ai l'impression que c'est pas le grand coupable, mais c'est certainement l'origine de quelque chose d'absolument fondamental. Donc c'est aux spécialistes de Descartes que je pose la question, au fond, est-ce que tu le vois comme ça aussi? Oui, bien sûr, je le vois comme ça. Je le vois comme... Enfin, je le vois tel qu'il s'est vu. C'est-à-dire Descartes, qui n'est pas particulièrement modeste,
dit qu'au fond, quand on lui donne des aperçus sur ce que les uns et les autres ont pu dire, de l'âme, du cogito, du jeu, etc., il dit, bien sûr, mais je suis le premier à avoir dit que l'âme était une chose qui pense. Ce qui peut paraître quand même un peu gros, si vous voulez, qu'au fond, jusqu'après Descartes, on ne s'était pas aperçu que nous pensions. Mais non, ce n'est pas la même chose. Quand Spinoza dit au début de l'éthique « l'homme pense », c'est immédiatement un scud dirigé contre l'ontologie cartésienne. L'homme pense, pas l'âme est une chose pensante. L'homme pense, c'est-à-dire, au fond, la pensée est une propriété de ce mode complexe qu'est l'homme, ou cet individu complexe qu'est l'homme, mais la pensée ne constitue pas une nature, en quelque sorte, propre de celui qui pense, comme si, au fond, la pensée était le sujet de celui qui pense, comme si la pensée était le sujet de l'âme. Et on n'est pas très loin chez Descartes de ça. C'est que tout se passe comme s'il substantialisait la pensée. Au lieu de faire quelque chose de purement cognitif, intentionnel, etc., il fait de la pensée la nature même de l'âme. Et au fond, il a raison de dire qu'il est le premier, parce qu'il est le premier à, à donner de la pensée, au fond, une idée qui est de nature ontologique. Faire de la pensée une nature. Que le corps soit une nature, que l'étendue soit... On veut bien ça. Mais que la pensée soit une nature, non, c'est une fonction, c'est une propriété, c'est une chose qui distingue les uns des autres. Non, chez Descartes, c'est pas ça. C'est pas quelque chose de distinctif du reste du monde même, contrairement à ce qu'on pense. Parce que souvent on dit Descartes, l'homme contre le reste de la nature. Non, c'est même pas ce rapport d'opposition au reste des choses. C'est un rapport de nature ontologique, c'est-à-dire il est de la nature de l'âme de penser. Et on ne se préoccupe pas de savoir si c'est de la nature d'autre chose de penser. Non, il est de la nature de l'âme de penser, ce qui veut dire que non seulement la pensée est quelque chose est la propriété essentielle, si vous voulez, de l'âme, mais c'est une nature particulière, la pensée. La pensée a une nature propre. Et que donc, en ce sens, elle n'est pas, au fond, quelque chose qu'on pourrait appeler de subjectif en langage moderne. Ce n'est pas quelque chose de subjectif, c'est en un sens la chose la plus objective qui soit, la pensée. Mais voilà, justement, elle n'est notifiée, si vous voulez, et manifestée que par le doute que je peux faire à partir de cette pensée sur des autres choses que cette pensée, et revenir en quelque sorte de ce doute avec l'assurance que justement, c'est seulement la pensée qui ne peut pas être détachée de moi. Tout le reste peut l'être, à la limite même que je sois un homme, ou que j'ai la figure d'un homme, qu'il y ait un monde, vous connaissez tout ça, tout ça peut être détaché de moi, que j'ai un corps même, ça peut être détaché de moi, mais ne peut pas être détaché de moi le fait que justement j'opère cet exercice de distinction et de séparation, et qu'au terme de cette séparation, qu'est-ce qu'il reste? La pensée, pas le moi. Si on peut introduire cette distinction un peu subtile peut-être, pas tant le moi, pas tant l'ego, que le cogito. Ça ne veut pas dire que c'est impersonnel, mais ça veut dire, si vous voulez, que c'est naturel, que ce n'est pas quelque chose qui m'individue, en un sens, mais c'est quelque chose qui me constitue. Donc, pour répondre à ta question, si toutefois j'y réponds, oui, je suis assez d'accord avec cette modulation, enfin qui vient de Descartes, que Descartes fait sur lui-même, c'est d'avoir fait de la pensée une nature. Et du coup, le concept de nature, qui est un sujet extrêmement passionnant, et notamment chez Descartes, devient un concept très complexe. Parce que la nature de l'âme en tant qu'elle pense, ou la pensée en tant que nature, c'est pas la nature de la table, ou la nature de l'univers, ou la nature du corps humain, ou ma nature même en tant que je suis un composé d'âme et de corps, et qui fait que j'ai besoin de boire, voilà, je me meus, j'agite mes... Bon, c'est pas un composé de... Voilà, c'est pas... Donc il y a des significations tout à fait différentes de la notion de nature. Alors que on insiste, après ce puissant mouvement cartésien, on insiste comme à une sorte d'édification de barrage de la part des cartésiens. Il va beaucoup trop loin.
Il absolutise beaucoup trop la nature. Il coupe la nature en plusieurs champs. Hein. J'avais dans le nombre de passages que j'ai pas pu lire, j'avais une citation de, bon, je sais plus où c'est, mais si je vais la retrouver quand même, qui est intéressante, de Wolfson, dont on a longtemps ignoré l'apport considérable aux études spinozistes. Hein. Wolfson dit que l'originalité du spinozisme par rapport à Descartes, c'est l'affirmation de l'homogénéité de la nature, justement. Et au fond, bien sûr que chacun a une nature particulière, chaque chose a une nature particulière. Mais comme j'ai essayé de le montrer, le particulier, les natures particulières chez Spinoza, ça s'emboîte dans la nature en totalité, pas chez Descartes. Ça, c'est sûr qu'il y a, ce point de vue, si ce n'est une cassure, du moins une distinction radicale entre la nature, ma nature entendue comme chose pensante, ou la pensée comme nature, et la nature des choses que je conçois comme étant extérieures, ou comme je conçois comme étant ceci ou cela, ou fonctionnant de telle ou telle manière, selon des modes opératoires qui sont à chaque fois différents. C'est pour ça qu'au fond, voilà, il n'y a pas effectivement d'homogénéité de la nature. Pour en revenir à ce que tu as dit à la fin de ton exposé, c'est-à-dire te poser la question de savoir si par hasard Descartes peut être considéré comme une sorte de source ou d'origine, de point de départ pour l'individualisme, tu as répondu oui, c'est le cas du point de vue épistémologique, voilà, c'est-à-dire au fond dans le fait de se retourner vers soi-même comme fondement de la connaissance, etc. Tout à fait. Et la question que je me pose est de savoir... et dans ce contraste très très bien dessiné que tu nous as proposé entre Descartes et Spinoza, pourquoi est-ce que au fond Spinoza qui met l'accent sur le fait qu'il n'y a pas d'individus séparés, les individus forment un individu collectif au fond, pourquoi est-ce que le spinozisme n'a pas débouché sur une véritable philosophie politique? Il y a une théologie politique, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment une philosophie politique au sens où, enfin je pense en tout cas, mais c'est pour ça que je pose la question à quelqu'un qui sait, par rapport à Hobbes, à Locke, et qui, eux, ont infléchi au fond cet individualisme épistémologique de Descartes dans une véritable théorie, dans une véritable philosophie politique qui a des effets, tu as cité Macpherson, et Macpherson a très bien analysé, qu'il y a eu des effets politiques dans la conceptualisation, au fond, de ce qu'est le collectif, fondé précisément sur une agrégation d'individus, etc., etc. Donc, au fond, il y a eu... Alors, Spinoza, on le sait, a été... en partie récupéré par le marxisme. On a vu en Spinoza le premier penseur, au fond, du collectif. Mais cela dit, comment expliquer, au fond, qu'il n'ait pas poussé plus loin cette pensée très originale et en ne le faisant pas, il a laissé, au fond, le champ libre à une théorie philosophique politique alternative dont j'allais dire, on subit encore les effets. Bien sûr, oui. Ça, qu'elle soit parfaitement permanente, qu'elle soit et résistante, ça c'est tout à fait juste. C'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de remonter aux racines, au fond, et au fond aux racines ontologiques, enfin au sens très large du terme, d'une ontologie des êtres, une ontologie de la connaissance, une ontologie entendue au sens très large. C'est pour ça. Alors, je reviens sur la question. Spinoza et la philosophie politique. Alors, malgré tout, il y a, à la différence de Descartes, j'ai écrit un livre il y a longtemps là-dessus, à la différence de Descartes, il y a des parties, si je puis dire, proprement politiques de l'œuvre de Spinoza. Il y a évidemment le traité théologico-politique, il y a le traité politique, mais qui est abandonné parce que il est mort, quoi, en le rédigeant, pratiquement. Et puis il y a dans l'éthique, dans la partie 4 de l'éthique, un moment, si vous voulez, qui est au fond un moment d'élaboration des concepts principaux comme l'état de nature, l'état civil, la souveraineté, la question de la liberté. Donc il y a une pensée de la politique, même s'il n'y a pas effectivement une théorie aussi constituée que celle de Hobbes ou de Locke, plus faiblement. Il y a malgré tout une pensée du politique, plus qu'une pensée politique, au sens
quasi spécialiste du terme. Ça, c'est tout à fait juste. Mais cette pensée du politique est la source, je crois, de beaucoup de pensées, plus ou moins politiques, qui se sont développées par la suite. Tu as évoqué le marxisme, même si Marx ne se réfère que très, très peu souvent à Spinoza, mais c'est vrai que dans les mouvements marxistes qui aujourd'hui ont disparu, mais aujourd'hui on a par exemple des théories je pense à Antonio Negri par exemple, une théorie de la multitude ou une théorie du peuple comme multitude, etc. Je pense que c'est, je ne connais pas, très mal, hein, c'est directement issu du spinozisme, ou en tout cas c'est directement, ça s'appuie directement sur le spinozisme, c'est-à-dire sur une pensée du commun. Et au fond, que ce soit les grandes théories politiques, Hobbes, Locke, Rousseau, d'une certaine manière, ne sont pas à proprement parler des pensées du commun, mais des pensées de l'articulation du singulier, donc c'est des pensées de l'association, c'est des pensées mais ce ne sont pas des pensées du commun comme, en un sens, réalité première, réalité ontologique première. Qu'au fond, une multitude, ce n'est pas une débandade d'individus comme ça. Ça a une force, ça a une logique, ça a même une pensée. Hein. On peut le voir dans les travaux, dans la réflexion de Negri, même si je n'ai pas suivi son œuvre depuis longtemps. Mais un de ses premiers livres, c'était L'anomalie sauvage, c'était sur Spinoza. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens, dans des mouvances qui ne sont pas des mouvances, justement, qui sont des mouvances qui ne sont pas centrées politiquement, ce n'est pas la théorie de machin, ou la théorie, le libéralisme, ou le socialisme, ou je ne sais pas trop quoi, réinjectent en un sens la philosophie de Spinoza dans le social ou dans l'inter-individuel, parce que, en raison justement de cette originalité du spinozisme qui est de penser le commun comme une force et non pas comme un agrégat ou comme le résultat d'une association ou comme quelque chose d'abstrait ou d'artificiel, mais comme une force. Voilà, je pense que j'avais regardé il y a quelques années un livre de Dardot et Laval, je crois, sur le commun. Et je crois que justement, enfin, la seule ontologie sur laquelle il puisse s'appuyer, c'est pas l'ontologie marxiste, et on voit bien qu'il recule, mais c'est l'ontologie spinoziste. Voilà, pour ajouter un mot, même si, il l'ignore superbement, comme à peu près toute chose, il y a chez Sartre, malgré tout, dans cette entreprise monumentale qu'est la critique de la raison dialectique, il y a comme une sorte de rêve spinoziste. C'est-à-dire le rêve d'une communauté qui s'autoproduit et qui n'est justement pas le résultat d'une union de volonté ou le résultat d'institutions juridiques, mais qui s'autoproduit. Hein. Et Sartre ne le sait pas. Je ne sais pas, il doit connaître Spinoza, bien sûr, il devait connaître Spinoza, mais il n'a pas l'air de s'en rendre compte qu'en un sens, il refait du Spinoza dans sa théorie du groupe en fusion, justement de l'autoconstitution du commun. Mais cette autoconstitution du commun n'est possible que si, encore une fois, le commun est pensé comme individu, ou l'individu comme commun. Et même il passe son temps à parler d'individu commun dans la critique sans un instant, c'est un texte que je connais assez bien, sans un instant se référer à Spinoza, qui est pourtant, en un sens, le détenteur de l'expression. Hein. Voilà, donc c'est... Comme je l'ai indiqué dans juste une marge ou une parenthèse, peut-être il y aurait une filiation ici, Spinoza, Sartre, mais en passant par Rousseau, qui, je crois, a cherché, bon, on ne va pas s'engager là-dedans, mais qui a cherché justement à dépasser ou à contredire le système de Hobbes, hein, le maudit système de Hobbes, aux yeux de tout le monde. On peut dire que l'unique maxime de la philosophie politique moderne, c'est comment échapper à Hobbes, comment échapper à l'évidence de Hobbes, à la brutalité évidente de Hobbes. Eh bien, lui, il est tout près de penser justement le commun comme individu. Le commun comme et il utilise les termes du contrat social, c'est-à-dire des termes juridiques qui sont des termes de séparation, mais au fond, ce qu'il vise, ce n'est pas une séparation, c'est justement une unité.
Et c'est justement cette sorte d'autoproduction de la multitude sous la forme d'un peuple. Je crois que le passage le plus essentiel, c'est qu'est-ce que c'est qu'un peuple dans le contrat social. Et justement, où là, il revient sur Hobbes en disant, chez Hobbes, chez Grotius, chez Hobbes, chez tous les théoriciens du droit naturel, au fond, le problème, c'est celui de qu'est-ce qui fait qu'un peuple existe. Le problème de Rousseau, c'est qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Et donc, c'est une question ontologique. Ce n'est pas une question de constitution juridique ou politique. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? C'est toujours le problème de l'un chez Rousseau. Ben, voilà, et c'est ces modèles-là que... Il me semble qu'au fond, la pensée est la plus puissante, parce qu'on aurait pu, on pourrait, je crois qu'Alain Renaud a essayé de le faire il y a de nombreuses années, voir dans Leibniz justement le fondateur de la pensée de l'individu ou de l'individualisme. Mais Michel Fichant, qui est spécialiste de Leibniz bien plus que ne l'était ou ne l'est Renaud, a montré que c'était complètement faux. Que c'est pas possible, si vous voulez, de donner au terme d'individu chez Leibniz le sens qu'il a dans la philosophie éthico-politique de l'individualisme, du libéralisme, etc. C'en est même tout le contraire, puisque l'individu n'est jamais qu'expression du tout. L'individu, et c'est pour ça qu'il invente le terme de monade, qui, au fond, signifie un petit monde, quoi. Donc il n'y a que des mondes, quoi. Donc on pourrait repartir de là. Mais malgré tout, il y a cet obstacle chez Leibniz que, voilà, il y a une théorie transcendante, quoi. Il y a une harmonie préétablie. Alors que chez Spinoza, la force du spinozisme, c'est de tout régler en immanence. Ça, c'est ce que aussi a vu extrêmement bien Deleuze. C'est tout régler sur un plan d'immanence. On ne sort pas en un sens de soi. Est-ce que je peux te poser une petite question sur puisque tu parlais de Rousseau, sur ce que tu as dit tout à l'heure chez Spinoza, l'imitation des affections. Ah oui. Et ça m'a évoqué ce concept important chez Rousseau de la pitié, c'est-à-dire de la capacité à s'identifier à autrui, et qui est transitive, c'est-à-dire au fond elle fonctionne comme un système de liens. Et est-ce qu'il peut y avoir un parallèle entre les deux, entre Spinoza et Rousseau, de ce point de vue-là? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est tout à fait pertinent. À cette différence près, que la pitié va fonctionner chez Rousseau comme une sorte de frein que la nature a mise dans les hommes contre les excès de la raison. Il est bien évident que Spinoza ne peut pas parler ce langage-là. Ça va de soi. Bon. Mais malgré tout, ce que Rousseau met en évidence avec la pitié, un petit peu comme Hume avec la sympathie, et je pense que les choses sont quand même assez proches sur le plan de... Bon, ce qui met en évidence avec la pitié, c'est un rapport transitif de l'un à l'autre, qui fait que justement, on ne passe pas par la médiation de la réflexion. Et donc, en ce sens, oui, ça peut être un prolongement ou une variante de la théorie de l'imitation des affections chez Spinoza. Ce qui s'y oppose, c'est cet élargissement, bon, Lévi-Strauss l'a magnifiquement dit, c'est cet élargissement, si vous voulez, du semblable à tout le vivant que fait Rousseau et que Spinoza, en bonhomme du XVIIe siècle, ne peut évidemment pas faire. Il ne peut pas, si vous voulez, considérer les animaux, les plantes comme ses frères, quoi, ou en tout cas comme des choses dont il peut se sentir proche, non pas sur le plan cognitif, mais sur le plan, de la vie, quoi, sur le plan du sentiment, Et il y a ça chez Rousseau, la pitié est comme un élargissement justement de l'homme et une dissipation justement de son privilège d'être pensant. Voilà. C'est même la pensée qui nous empêche quelquefois d'être pitoyable ou d'être compassionnel envers les autres. Et donc, au contraire, moins on pense, plus on est disposé à accéder aux autres dans leur altérité la plus diverse. C'est ce qui faisait dire à Lévi-Strauss justement que Rousseau était le fondateur des sciences de l'homme. C'est beaucoup sur la pitié que appuie le texte de Lévi-Strauss en 1962 dans la conférence Jean-Jacques Rousseau. Vous connaissez évidemment. C'est beaucoup. Mais il ne se réfère pas à Spinoza. Lévi-Strauss, poursuivant coûte que coûte son entreprise anti-cartésienne, montre justement que voilà, le vrai anti-Descartes, c'est Rousseau, quoi. C'est celui qui a sorti le cogito de sa solitude, c'est celui qui... Bon, et celui qui a substitué la pitié à la condescendance en quelque sorte. Bon.
là-dessus, on peut discuter. On aura l'occasion de continuer à discuter. Donc je voudrais donner la possibilité à la salle de poser des questions. Le monisme de Spinoza, est-ce qu'il rentre dans le cadre d'une ontologie naturaliste? Attendez, j'entends pas bien. Est-ce que le monisme, oui. de Spinoza, comment est-ce qu'on s'y retrouve par rapport aux ontologies que vous proposez jusque-là? Comment est-ce que ça ressemble à un naturalisme ou plutôt à un animisme? Ça, c'est à Philippe de répondre. Je ne veux pas mettre des étiquettes. Je sais que Michel Serres s'est essayé à ça en reprenant ces catégories pour classer dans des boîtes des penseurs et des artistes en fonction de leurs inflexions philosophiques ou de leur mode d'expression figuratif. Je pense qu'effectivement, Spinoza échappe d'une certaine façon au naturalisme tel que je le définis traditionnellement. Ce qui est intéressant dans l'histoire de la philosophie, c'est au fond, comme ce sont des entreprises qui à la fois, comme on le disait tout à l'heure, suivent au fond les développements d'un point de départ, mais en les infléchissant dans des directions extrêmement différentes, on peut voir dans chaque philosophe, si on veut, des tendances de se déployer dans des directions assez différentes. De la même façon, Leibniz, pour moi, c'est un analogiste très caractéristique. Donc on peut même au XVIIe et au XVIIIe siècle arriver à une grande diversité de positions philosophiques qui représentent non pas des ontologies au sens strict, mais au fond des formes de déploiement d'inférences ontologiques qui les dirigent dans des directions différentes, oui, sans doute. Oui. Mais je ne suis pas sûr que c'est un grand intérêt du point de vue de l'histoire ou de la philosophie ou même de l'anthropologie.